Ma femme a laissé un mot sur le comptoir, j'en ai fini avec toi. La maison est vendue. Fais tes valises et pars. Au dos, j'ai écrit 2 mots. Quand elle les a lus. 37 appels manqués. Ma femme a laissé un mot sur le comptoir de la cuisine. J'en ai fini avec toi. La maison est vendue. Fais tes valises et pars. Je l'ai lu 2 fois avant que les mots ne s'impriment réellement dans mon esprit. Le marbre sous mes doigts semblait plus froid qu'il n'aurait dû. Ma poitrine s'est serrée, pas de colère, pas au début, mais à cause de la prise de conscience silencieuse que quelque chose d'irréversible venait de se produire. La maison était verrouillée derrière moi. Le code de sécurité avait été changé. La clé de ma voiture n'ouvrait plus le garage. Et à l'étage, derrière les rideaux blancs transparents, je pouvais voir sa silhouette qui regardait pour s'assurer que j'avais compris. Au dos de ce mot, j'ai écrit 2 mots. 3 heures plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer. Je revenais tout juste de chez mon cardiologue quand j'ai trouvé le mot. Le vent de fin octobre transperçait mon manteau alors que je remontais l'allée, les feuilles d'érable crissant sur le béton comme des os secs. Je me souviens avoir pensé à quel point la maison semblait paisible de l'extérieur, des lumières chaudes brillaient à travers les fenêtres, de la fumée s'échappait de la cheminée, le genre de maison que les gens ralentissent pour admirer. J'ai tapé le code de la porte d'entrée. Lumière rouge. Accès refusé. J'ai froncé les sourcils et j'ai réessayé, plus lentement cette fois, mon doigt stable malgré le tremblement résiduel de l'AVC mineur que j'avais subi 6 mois plus tôt. Lumière rouge. Je suis resté là un moment, fixant le clavier comme s'il m'avait personnellement trahi. Puis j'ai essayé le garage. Rien. Le déclic du mécanisme était absent, juste le silence. C'est là que j'ai remarqué le mot à travers le panneau de verre à côté de la porte. Il était posé sur l'îlot de la cuisine, maintenu par un presse-papier en cristal que nous avions acheté lors de notre voyage d'anniversaire à Charleston. J'ai fait le tour par le patio arrière, où les portes coulissantes n'étaient pas verrouillées. Elle n'y avait pas pensé. Pas encore. La cuisine sentait légèrement le romarin et l'ail. Elle avait cuisiné plus tôt. Le lave-vaisselle bourdonnait doucement. Tout semblait étrangement normal, à l'exception du mot. J'en ai fini avec toi. La maison est vendue. Fais tes valises et pars. Aucune explication, aucune signature, juste une rupture nette. Je suis resté là plus longtemps que je ne veux l'admettre. Pas parce que j'étais choqué. Le choc est bruyant. C'était quelque chose de plus silencieux, de plus froid. À l'étage, j'ai entendu une lame de parquet craquer. Evelyne, ai-je appelé. Elle est apparue en haut de l'escalier, encadrée par la douce lumière du lustre, parfaitement composée et les cheveux relevés, un chemisier en soie. La même femme que j'avais épousée il y a 17 ans, juste plus dure sur les bords. Tu l'as eu, dit-elle. Eu quoi? Le message. J'ai de nouveau baissé les yeux sur le papier. La maison est vendue. Oui. Tu ne peux pas vendre la maison sans ma signature. Elle a eu un petit sourire fatigué. Je n'en ai pas besoin. Le vent a fait vibrer les fenêtres. Dehors, quelque part, un chien a aboyé. Evelyne, dis-je prudemment, en gardant ma voix égale, de quoi parles-tu? Je parle de la réalité, Daniel. Elle est descendue à mi-chemin des escaliers, s'arrêtant à une distance de sécurité. Tu as eu un AVC. Tu peux à peine gérer tes médicaments sans rappel. Tu oublies des réunions. Tu dors la moitié de la journée. Je ne peux pas continuer à faire comme si tout allait bien. Je suis en convalescence. Tu déclines. Le mot est resté suspendu entre nous. Nous avons accepté une offre en espèces, a-t-elle poursuivi. La clôture est demain. Les acheteurs veulent une prise de possession immédiate. Tu n'as pas l'autorité pour transférer le titre de propriété. J'ai une procuration, dit-elle, son ton s'aiguisant. Tu l'as signé. Tu te souviens. Je m'en souvenais. Après l'AVC, alors que j'étais encore dans le brouillard et reconnaissant d'être en vie, elle avait insisté sur le fait que c'était, juste temporaire. Au cas où quelque chose arriverait, avait-elle dit, au cas où tu ne pourrais pas parler pour toi-même. J'avais signé. Mais je savais aussi exactement ce que ce document permettait et ce qu'il ne permettait pas. Tu penses que je suis un fardeau, dis-je doucement. Sa mâchoire se crispa.
Je pense que je mérite la stabilité. Le voilà. Pas de chagrin, pas de peur. Du calcul. Qui est l'acheteur, ai-je demandé. Ça ne te regarde pas. Et où suis-je censé aller? Elle haussa légèrement les épaules. Tu as des investissements. Tu te débrouilleras. J'ai étudié son visage. Il y avait quelque chose derrière ses yeux que je n'avais pas remarqué auparavant. De l'urgence, presque de la panique. Ce n'était pas à propos de ma santé. C'était à propos d'autre chose. Je suis retourné au comptoir et j'ai ramassé le mot. Le papier était épais, de la papeterie coûteuse. Elle avait pris le temps de le choisir. Je l'ai retourné. Sur le côté vierge, j'ai écrit 2 mots. Vérifiez à nouveau. J'ai reposé le mot exactement là où elle l'avait laissé. Qu'est-ce que ça veut dire, demanda-t-elle. Tu verras. Je suis sorti par la porte arrière sans un mot de plus. L'air extérieur semblait plus vif maintenant, plus pur. Mon cœur battait régulièrement dans ma poitrine, plus fort qu'il ne l'avait été depuis des mois. Je n'ai pas conduit jusqu'à un hôtel. J'ai conduit jusqu'au centre-ville. Au moment où j'ai atteint le bureau de mon avocate, je savais déjà ce que j'allais trouver. À 17h42, mon téléphone a vibré pour la première fois. Evelyne. J'ai laissé sonner. À 17h47, il a vibré à nouveau, puis encore, et encore. À 20h, j'avais 12 appels manqués et 3 messages vocaux. Je ne les ai pas écoutés. Au lieu de cela, j'étais assis dans le bureau de mon avocate, examinant les registres du comté sur son écran d'ordinateur. L'acte de renonciation avait été déposé ce matin-là. Il portait mon nom, ma supposée signature, sauf que ce n'était pas la mienne. Et plus important encore, la maison n'était pas à moi de la transférer. Elle ne l'avait pas été depuis 12 ans. Quand je suis finalement sorti dans l'air froid de la nuit, mon téléphone a de nouveau vibré. 17 appels manqués. Je l'ai retourné, face vers le bas, sur le siège passager. Elle pensait m'avoir retiré du jeu. Elle ne réalisait pas qu'elle venait de commettre sa première erreur. Et demain à la clôture, elle était sur le point de commettre sa dernière. Le lendemain matin, à 6h30, mon téléphone affichait 23 appels manqués. Je n'avais pas beaucoup dormi, non pas parce que j'étais contrarié, mais parce que mon esprit travaillait. J'ai passé 35 ans dans la planification successorale et la structuration d'actifs commerciaux. Quand quelque chose n'a pas de sens, je ne panique pas. Je remonte la piste. Evelyne n'a pas vendu la maison parce qu'elle pensait que je déclinais. Elle l'a vendue parce qu'elle était désespérée. J'étais assis en face de Margaret Hill à 7h12. Margaret est mon avocate depuis 14 ans. Vive, méthodique, au début de la quarantaine, le genre de femme qui n'élève pas la voix parce qu'elle n'en a pas besoin. Elle a fait glisser le dossier du comté sur son bureau. Elle a déposé un acte de renonciation hier à 9h03. Elle a utilisé la procuration que tu as signée en mars. Puis Margaret a dit, en enlevant ses lunettes, elle a supposé que tu possédais la propriété personnellement. Ce n'est pas le cas. Non, en effet. Il y a 12 ans, bien avant qu'Evelyne ne commence à redécorer la maison dans des tons de blanc et de gris, j'ai transféré la propriété dans le Henderson Asset Protection Trust. C'était irrévocable. J'étais la fiduciaire gestionnaire. La structure des bénéficiaires était stratifiée, propre, légale, protégée. Evelyne ne s'était jamais souciée de la mécanique. Elle aimait les résultats, pas la paperasse. Elle ne peut pas transférer ce que tu ne possèdes pas, a poursuivi Margaret. C'est la fiducie qui la possède. La procuration lui donne autorité sur toi, pas sur la fiducie. Est-ce que la société de titres l'a signalé? Margaret a eu un mince sourire. Ils le feront. Je me suis adossé dans le fauteuil en cuir et j'ai expiré lentement. La clôture est prévue pour 10 heures, dit-elle. Centre-ville. Sterling et Wyatt. Des acheteurs au comptant. Oui, un jeune médecin et sa femme. Ils ont viré un acompte la semaine dernière. Cela expliquait l'urgence. Qui la représente, ai-je demandé. Daniel, ça ne va pas te plaire. Ça ne me plaisait déjà pas. C'est une petite agence, un homme nommé Travis Lagne. J'ai fixé le nom. Je l'avais déjà vu.
Il y a 3 mois, j'étais entré dans notre garage tard dans la nuit et j'avais trouvé Evelyne en train de rire au téléphone. Quand elle m'a vu, elle avait dit, c'est juste un ami promoteur. Travis Lagne. Milieu de la quarantaine, opportuniste immobilier suave, surendetté. Sors ses dossiers d'entreprise, ai-je dit. Margaret n'a pas hésité. Elle a tourné son moniteur vers moi et a commencé à taper. En quelques minutes, un réseau de SARL est apparu. La moitié d'entre elles dissoutes. Plusieurs poursuites en cours. 2 privilèges. Problème de liquidité, murmura-t-elle. Un problème massif. Mon téléphone a de nouveau vibré. Evelyne. Je l'ai mis en silencieux. Margaret, dis-je doucement, vérifie les lignes de crédit conjointes. Elle s'est arrêtée, puis a accédé à un autre portail. Son expression a changé. Daniel, à quel point est-ce grave? La ligne de crédit sur valeur domiciliaire est au maximum. 2 lignes de crédit personnel utilisées presque jusqu'à la limite. Il y a aussi une demande de transfert en attente depuis ton compte d'investissement. Vers où? William Way, Bahamas. Pour initier le transfert, a poursuivi Margaret, la banque l'a signalé pour vérification. Ils t'ont appelé hier. J'étais chez le cardiologue. Oui. Et elle a supposé que je ne le remarquerais pas. Margaret a croisé les mains. Elle t'a sous-estimé. La sous-estimation coûte cher. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre qui surplombait la rivière. Le soleil du matin se reflétait sur les tours de verre comme des lames. Elle pense que la vente de la maison couvre tout, ai-je dit. Argent rapide, possession immédiate, sortie propre et relocalisation, a ajouté Margaret. Il y a une adresse de réexpédition déposée auprès de la poste. Où? Miami. Bien sûr. Un nouveau départ ensoleillé. Pas d'hiver froid de Chicago. Elle s'en va, dit Margaret. C'est ce qu'elle croit. À 8h41, mon téléphone a de nouveau vibré. 31 appels manqués. J'ai finalement écouté un message vocal. Daniel, la voix d'Evelyne tremblait, non de chagrin, mais de tension. Pourquoi la société de titres vient de m'appeler? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai effacé le message. Margaret, dis-je en me retournant vers son bureau, si elle tente de conclure la vente, malgré la structure de la fiducie, que se passe-t-il? Elle s'expose à des poursuites pour fraude. Fraude par virement, plus précisément, si des fonds sont déplacés sous de fausses représentations. Et l'utilisation abusive de la procuration. Manquement aux devoirs fiduciaires. Exploitation financière potentielle. Criminel, si des poursuites sont engagées. Je veux que tu notifies formellement la société de titres, que tu envoies des copies certifiées conformes de la fiducie, que tu déposes un avis de litige auprès du conservateur des hypothèques du comté, et que tu rédiges une requête pour une ordonnance de protection temporaire. Le regard de Margaret s'est aiguisé. Tu ne t'arrêtes pas à la clôture. Non. Qu'est-ce que tu prévois? Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai mis la main dans ma veste et j'en ai sorti une fine enveloppe. À l'intérieur se trouvait un titre de créance. J'avais engagé un expert comptable judiciaire il y a 3 semaines, discrètement. Quelque chose dans les dépenses d'Evelyne ne collait pas. Travis Lagne avait contracté un prêt relais privé 6 mois plus tôt. 500 000 €, taux d'intérêt élevé, court terme, garantie, sans garantie personnelle. Il était sous l'eau. Et hier matin, par l'intermédiaire d'un intermédiaire, j'ai racheté cette dette. Elle ne le sait pas, demanda doucement Margaret. Non. Et lui? Pas encore. Margaret se pencha lentement en arrière. Donc, à 10 heures, elle croit conclure la vente d'une maison qu'elle ne possède pas légalement pour rembourser une dette qui t'appartient maintenant. Oui. Elle m'a étudié attentivement. Ce n'est pas de la vengeance, n'est-ce pas? Non, ai-je dit. C'est un redressement. À 9h15, nous sommes partis pour Sterling et Wyatt. Mon téléphone a de nouveau vibré. 37 appels manqués. Je l'ai retourné, face vers le bas. Laisse-la sentir le silence. Au moment où nous sommes entrés dans le hall à 9h58, je n'étais pas en colère. Je n'étais pas blessé. J'étais lucide.
Evelyne avait écrit son mot en grosses lettres, mais elle n'avait pas lu les petits caractères. Et à 10 heures précises, elle était sur le point de le faire. À 9h59, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le 42e étage. Sterling et Wyatt croyaient en l'intimidation par l'architecture, des baies vitrées du sol au plafond, du noyer poli, un bureau d'accueil taillé dans une seule plaque de marbre. Le genre d'endroit où les gens signent des documents qui changent leur vie et essaient de ne pas avoir l'air nerveux en le faisant. Margaret marchait à mes côtés, ses talons frappant le sol avec une précision silencieuse. 2 hommes suivaient à une distance mesurée, en civil, expression neutre, les inspecteurs Miller et Caruso. Ils ressemblaient à des cadres d'entreprise. Ils ne l'étaient pas. À travers les parois vitrées de la salle de conférence B, j'ai vu Evelyne. Elle était assise droite au fond d'une longue table, vêtue de soie bleu marine, sa posture parfaite. À sa droite était assis Travis Lagne, impeccable dans un costume gris sur mesure, penché en arrière avec une aisance artificielle. En face d'eux, un jeune couple, début de la trentaine. Le mari avait la posture d'un médecin, la colonne vertébrale droite, des yeux attentifs. Sa femme tenait un portefeuille en cuir à 2 mains comme quelque chose de sacré. Entre eux, sur la table, reposait un chèque de banque. L'air à l'intérieur de la pièce était lourd d'attente. Margaret s'est arrêtée à côté de moi. Prêt? J'ai toujours été prêt. À 10h03 précise, j'ai ouvert la porte. La pièce est devenue silencieuse. Le visage d'Evelyne s'est vidé de sa couleur, si vite que c'en était presque clinique. Pendant une demi-seconde, elle a eu l'air d'avoir vu une apparition. Daniel, dit-elle en se levant à moitié. Le jeune couple se tourna sur leur chaise. La confusion vacilla sur leur visage. La mâchoire de Travis se crispa. Il se reprit rapidement, lissant sa cravate. Eh bien, dit-il légèrement, regardez qui a décidé de se montrer. Je suis passé devant lui sans accorder d'attention à sa remarque et j'ai pris la chaise vide en bout de table. Bonjour, dis-je calmement. Je suis Daniel Henderson. Le médecin hocha la tête avec prudence. On nous avait dit que vous ne pouviez pas être présent. Je suis tout à fait capable. L'agent de titre, un homme mince nommé Peters, s'éclaircit la gorge. Monsieur Henderson, nous nous préparions à finaliser les signatures. J'en suis conscient. La voix d'Evelyne s'est faite plus aiguë. Daniel, qu'est-ce que c'est? Tu n'avais aucune raison d'être ici. Je suis le propriétaire du bien. Un frémissement parcourut la pièce. Les doigts d'Evelyne se resserrèrent sur son stylo. Tu ne le es pas. J'ai une procuration. Margaret s'avança et posa un épais dossier sur la table avec un bruit sourd, délibéré et retentissant. Une procuration, dit-elle d'un ton neutre, ne confère pas d'autorité sur les actifs détenus dans une fiducie irrévocable. Peters cligna des yeux. Excusez-moi. Margaret ouvrit le dossier et fit glisser une copie certifiée conforme du Henderson Asset Protection Trust sur la table. La propriété au 14 Briar Glen Drive a été transférée dans cette fiducie il y a 12 ans. Monsieur Henderson en est le fiduciaire gestionnaire. La fiducie est le propriétaire légal. Peters regarda du document à Evelyne. Madame Henderson? Le sang-froid d'Evelyne se brisa. Ce n'est pas possible. L'acte de renonciation déposé hier, interrompit doucement Margaret, a été exécuté en partant du principe d'une propriété individuelle. Cette supposition était incorrecte. Travis se pencha en avant, sa voix douce mais tendue. Ne compliquons pas les choses. La procuration l'autorise à agir en son nom. En son nom, répéta Margaret. Pas au nom de la fiducie. Silence. Le médecin de l'autre côté de la table retira lentement sa main du chèque. Qu'est-ce que vous dites exactement? Demanda-t-il. Je dis, répondis-je doucement, en croisant son regard, que cette maison n'est pas à vendre. Evelyne se tourna vers moi comme si je l'avais frappée. Tu ne peux pas faire ça. C'est déjà fait. Sa respiration s'accéléra. Daniel, c'est humiliant. Ça aurait été bien pire si ça avait abouti. Peters se leva brusquement. Nous devons suspendre cette clôture immédiatement. Je ne continuerai pas tant que la propriété ne sera pas vérifiée. La femme du médecin se pencha vers son mari, lui chuchotant quelque chose d'urgent. Il hocha la tête et glissa soigneusement le chèque de banque dans son portefeuille.
La confiance de Travis se dissipa. Une goutte de sueur perla à sa tempe. Daniel, dit-il à voix basse, nous avions un accord. Non, répondis-je. Vous aviez une supposition. Margaret tendit un autre document à Peters. Avis de litige déposé auprès du conservateur des hypothèques du comté de Cook à 8h17 aujourd'hui. Le transfert est légalement contesté. Peters parcourut la page, son expression passant de la confusion à l'alarme. La voix d'Evelyn tomba dans un ton proche de la supplication. Daniel, s'il te plaît. Nous pouvons en discuter en privé. C'est ce que nous faisons. Ses yeux se tournèrent vers le jeune couple. Leur optimisme s'était évaporé, remplacé par un malaise visible. C'est un malentendu, insista Evelyn. Daniel n'a pas été bien. Il ne sait pas toujours. Attention, dit doucement Margaret. Evelyn s'arrêta. Le poids de ces mots s'installa lourdement dans l'air. Travis repoussa sa chaise, se levant brusquement. C'est ridicule. Nous avons investi du temps et des ressources dans cette transaction. Et vous avez failli investir dans une fraude par virement, répondit Margaret d'un ton neutre. Le mot resta en suspens. Fraude? Travis pâlit. Le médecin se leva, la mâchoire serrée. Nous partons. Je suis vraiment désolé, dis-je sincèrement. Vous méritez mieux que ça. Ils sortirent sans un mot de plus. La porte se referma. Pendant un instant, seul le bourdonnement de la climatisation remplit la pièce. Evelyn se tourna vers moi, les yeux flamboyants. « Qu'est-ce que tu as fait ?» chuchota-t-elle. « Je t'ai dit de vérifier à nouveau. » Son sang-froid s'effondra. « Tu as monté tout ça ?» Non, dis-je calmement. C'est toi. Travis attrapa sa mallette. Nous devrions y aller. Il se dirigea vers la porte, mais l'inspecteur Miller s'avança juste assez pour bloquer le passage. Pas encore, dit Miller doucement. Travis se figea. Margaret posa un dernier document sur la table. Une notification formelle de manquement aux devoirs fiduciaires, annonça-t-elle, et une requête en attente pour exploitation financière. Evelyn fixa le papier comme s'il était écrit dans une langue étrangère. « Tu portes plainte ?» demanda-t-elle. « Ça dépend, » répondis-je en me levant lentement, « de l'honnêteté dont tu es prête à faire preuve. » Ses yeux s'emplirent non de chagrin, mais de peur. Pour la première fois ce matin-là, elle réalisa quelque chose de crucial. Il ne s'agissait pas de la maison, et ce n'était pas moi qui étais acculé. Alors que nous sortions de la salle de conférence, mon téléphone a de nouveau vibré. 37 appels manqués. Je ne l'ai pas regardé. Je n'en avais pas besoin. Le mot sur le comptoir avait été audacieux, mais les petits caractères m'appartenaient. À midi, la rumeur avait déjà commencé à se répandre. Les clôtures immobilières dans les hautes sphères de Chicago sont comme des théâtres silencieux. Les gens feignent la discrétion, mais tout le monde surveille les sorties. Travis Lagne, quittant Sterling et Wyatt, flanqué de 2 officiers en civil, n'était pas subtil. Evelyn, marchant 10 pas derrière lui, le visage pâle, des lunettes de soleil cachant le peu de sang-froid qui lui restait, l'était encore moins. Je ne les ai pas suivis. Je suis retourné au bureau de Margaret. Dehors, la rivière coulait avec une indifférence constante. Des barges avançaient. Le vent pressait contre la vitre. La ville ne se souciait pas des implosions privées. Margaret ferma la porte derrière nous. Elle rappellera, dit-elle. Elle l'a déjà fait. Elle essaiera de présenter ça comme une confusion. Ce n'en est pas une. Margaret s'appuya contre son bureau. Daniel, nous devons décider si cela devient une négociation ou une enquête. J'ai enlevé ma veste lentement et je me suis assis. Je veux d'abord de la clarté. Elle hocha la tête. Alors finissons de cartographier les dégâts. 1 heure plus tard, le tableau était complet. Il y a 6 mois, Travis Lagne a lancé un projet de redéveloppement de condos à River North. Il a surestimé la demande et sous-estimé les frais de portage. Lorsque les préventes ont ralenti, il a obtenu un prêt relais privé à un taux d'intérêt impitoyable, 12%, à court terme, avec un paiement ballon. Il a manqué le paiement ballon. C'est à ce moment-là que les dépenses d'Evelyn ont augmenté. Virement bancaire, achat de créateur,
Investissement de conseil, de 48 000 $, des vols pour Miami. Il y a 3 semaines, j'ai engagé un expert comptable judiciaire. Non pas parce que je soupçonnais une liaison, mais parce que je soupçonnais de la peur. Les liaisons sont émotionnelles. Le désespoir laisse des traces écrites. L'expert comptable a livré son rapport hier matin, le même matin où Evelyne a déposé l'acte de renonciation. Travis devait 527 000 € plus les pénalités. Le prêteur était impatient, et par le biais d'une société holding structurée de manière propre et légale, j'ai acquis la dette à un prix réduit. Ce qui signifiait que, depuis hier après-midi, Travis Lang me devait de l'argent. Margaret a de nouveau étudié les documents d'acquisition. Tu as racheté sa dette avant qu'elle ne dépose l'acte. Oui. Donc, elle pensait que la vente de la maison le sauverait. Oui. Et maintenant, la vente est morte. Oui. Margaret a expiré lentement. C'est complexe. Il le fallait. Mon téléphone a vibré sur le bureau. Evelyne. J'ai laissé sonner. Margaret a croisé les bras. Tu vas lui parler? Pas encore. Elle va se pointer ici. Je sais. Et elle l'a fait. À 13h37, la réceptionniste a appelé à l'étage. Elle est là, dit Margaret en jetant un coup d'œil à son téléphone. Très insistante. Fais-la entrer. Evelyne est entrée comme quelqu'un qui n'avait pas dormi. Son chemisier en soie était froissé. Son rouge à lèvres était légèrement bavé. Elle a fermé la porte derrière elle avec plus de force que nécessaire. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé. Margaret est restée assise. « Je vous suggère de baisser la voix » dit Margaret d'un ton neutre. Evelyne l'a ignoré. « Tu m'as humilié » dit-elle en se tournant vers moi. Devant des acheteurs, devant Travis. Tu t'es humilié toi-même. Ses mains tremblaient, non de faiblesse, mais de fureur. C'était un malentendu, a-t-elle insisté. La fiducie. Je ne savais pas. Tu n'as pas demandé. Tu es distant depuis des mois, a-t-elle lancé. Tu as arrêté de partager les décisions. Tu agis comme si je n'étais pas capable. Il ne s'agissait pas de capacité. Elle s'est rapprochée. Alors de quoi s'agissait-il? J'ai fait glisser un mince dossier sur le bureau vers elle. Elle l'a ouvert. La couleur a quitté son visage pour la 2e fois ce jour-là. Qu'est-ce que c'est? Ta solution, dis-je doucement. À l'intérieur se trouvaient des copies de l'accord de prêt de Travis, de la cession de créances et d'une mise en demeure. Tu as acheté ça, a-t-elle chuchoté. Oui. Elle a feuilleté les pages, sa respiration s'accélérant. Tu ne peux pas. C'est déjà fait. Ses yeux se sont tournés vers Margaret. C'est de la coercition. Non, dit calmement Margaret. C'est une acquisition d'actifs. Evelyne me regarda de nouveau, quelque chose de fragile se brisant sous sa colère. Tu m'espionnais. Je vérifiais. Tu ne me fais pas confiance. Correct. Le mot a atterri durement. Elle a dégluti. Tu penses qu'il s'agit d'argent, dit-elle, sa voix baissant. Tu penses que je risquerais tout pour de l'argent? Non, ai-je répondu. Tu as tout risqué parce que tu avais peur de le perdre. Ses yeux ont vacillé. Il y a plus, ai-je continué. J'ai appuyé sur un bouton du haut-parleur du bureau de Margaret. Un enregistrement a commencé à jouer. La voix d'Evelyne. La voix de Travis, claire. Il n'en a plus pour longtemps, a dit Travis légèrement. Evelyne a ri, nerveuse. Il n'est pas mourant. Pas aujourd'hui, a répondu Travis. Mais tu as dit que le médecin avait mentionné des dommages vasculaires. Il y a eu une pause. J'ai juste besoin que la maison soit vendue, a dit Evelyne. Une fois que nous aurons conclu, nous serons tranquilles. L'enregistrement s'est arrêté. Le silence a rempli la pièce comme une marée montante. Evelyne a fixé le haut-parleur comme s'il l'avait trahi. Tu m'as enregistré? Non, dis-je calmement. Tu as laissé ton téléphone connecté au système de la voiture. Elle a pressé ses paumes contre ses tempes. Tu as déformé tout ça, a-t-elle chuchoté. Non, j'ai écouté.
Des larmes se sont finalement formées, mais elles n'étaient pas pour moi. Ils allaient le ruiner, dit-elle, la voix brisée. Le prêteur menaçait de poursuites judiciaires. J'essayais d'aider. Tu essayais de sauver quelqu'un qui aurait dû échouer par lui-même. Ses épaules se sont affaissées. J'avais peur, a-t-elle admis. De quoi? D'être seule. L'aveu a flotté entre nous un instant. 17 ans de mariage planaient dans l'air. Puis elle s'est légèrement redressée. Que veux-tu? A-t-elle demandé. Je veux que le contrôle soit restauré. Tu l'as déjà. Non, ai-je dit. Je veux une reconnaissance. Son téléphone a vibré. Elle a baissé les yeux. Travis. Elle n'a pas répondu. Mon avocate dépose une requête cet après-midi, a déclaré Margaret. Exploitation financière, utilisation abusive de la procuration, et un gel des avoirs en attendant un examen. La tête d'Evelyn s'est relevée d'un coup. Vous gelez mes comptes. Les comptes joints, ai-je corrigé, jusqu'à ce que la clarté soit établie. Tu me détruis. Non, dis-je doucement. Je te contiens. Elle a reculé comme si le mot avait un poids. Combien de fois as-tu appelé? A-t-elle demandé soudainement. 37. Elle a ri une fois, un rire creux. Et tu n'as pas répondu. Je lisais. Elle a regardé le mot toujours plié dans sa main. Le verso. Vérifiez à nouveau. Elle comprenait maintenant. La maison, la dette, l'enregistrement. Chaque mouvement qu'elle avait fait avait déjà été anticipé. Tu as planifié ça, a-t-elle chuchoté. Non, ai-je répondu. Je m'y suis préparé. Son téléphone a de nouveau vibré. Elle s'est tournée vers la porte, plus lentement maintenant. Sur le seuil, elle s'est arrêtée. Tu n'es pas l'homme que je croyais. Non, dis-je doucement. Je suis exactement celui que j'ai toujours été. La porte s'est fermée. Margaret m'a regardé attentivement. Les choses vont s'envenimer à partir de maintenant, a-t-elle dit. Je sais. Mon téléphone est resté face contre le bureau. Il n'a plus vibré. Pas encore. 2 jours plus tard, Evelyn a demandé une discussion privée. Pas à la maison, pas à notre club, pas au lac. Au bureau de Margaret. Terrain neutre. Ce qui signifiait qu'elle avait enfin compris le terrain. Je suis arrivé en avance. Je le fais toujours. Je préfère les pièces avant qu'elles ne soient occupées, avant que l'air ne soit perturbé par l'émotion. Margaret avait préparé une salle de conférence sobre. Pas de marbre, pas de vue panoramique, juste une table rectangulaire en chêne, une carafe d'eau et 3 bloc-notes. Simple, délibéré. À 15h02, Evelyn est entrée. Pas de chemisier en soie aujourd'hui, pas d'armure de créateur. Elle portait un pull beige et un maquillage minimal. Sa posture était différente, pas vaincue, mais recalibrée. Elle a fermé doucement la porte derrière elle. Daniel, dit-elle. Evelyn. Margaret a hoché la tête mais est restée silencieuse. Evelyn s'est assise en face de moi, pliant ses mains soigneusement comme si tout mouvement brusque pouvait briser quelque chose d'invisible. Je veux parler sans théâtralité, a-t-elle commencé. Ce n'est pas du théâtre. Elle a inspiré lentement. Tu as gelé nos comptes joints. Oui. Tu as racheté la dette de Travis. Oui. Tu as notifié le conservateur des hypothèques du comté. Oui. Et tu te prépares à déposer des accusations criminelles. Je prépare des options. Sa mâchoire se crispa. C'est excessif. Non, dis-je d'un ton neutre. C'est du confinement. Le mot encore. Elle a tressailli. Daniel, écoute-moi, dit-elle en se penchant légèrement en avant. J'ai paniqué. Après ton AVC, les médecins n'étaient pas optimistes. Ils étaient prudents. Tu as oublié des conversations entières. Tu as laissé la cuisinière allumée 2 fois. Tu as manqué ton propre rendez-vous de suivi. J'ai corrigé ses habitudes. Mais je ne savais pas si tu le ferais, a-t-elle insisté. Je ne savais pas combien de temps je serais seul. Alors tu as trouvé quelqu'un. Elle a hésité. Ce n'était pas comme ça.
Alors explique. Silence. Margaret a fait glisser un bloc-notes vers elle. Parlez clairement, a dit Margaret. Pour mémoire. Evelyne la regarda sèchement. Vous enregistrez ça? Non, répondit calmement Margaret. Mais la clarté est utile. Evelyne a expiré. J'ai rencontré Travis au club. Il était charmant, confiant. Il me faisait sentir visible. J'ai laissé les mots s'installer. Après ton AVC, a-t-elle poursuivi, tout semblait fragile. Tu t'es renfermé. Tu as arrêté de parler de l'avenir. Tu as déplacé des actifs sans me le dire. J'ai restructuré la fiducie. Exactement, a-t-elle dit. Sans me le dire. La fiducie est antérieure à toi. Ce n'est pas la question, a-t-elle lancé, puis s'est adoucie. La question est que je me sentais exclu, comme si j'attendais l'inévitable. L'inévitable? Que tu meurs. La pièce est devenue silencieuse. J'ai étudié son visage. C'était là. La peur, brute et mal déguisée. Tu as vendu la maison, dis-je lentement, pour éviter la solitude. J'ai vendu la maison pour assurer la stabilité. Pour qui? Elle n'a pas répondu. Margaret est intervenue doucement. Madame Henderson, êtes-vous consciente que la procuration ne s'étend pas au bien de la fiducie? Oui, dit Evelyne doucement. En étiez-vous consciente au moment du dépôt? Une longue pause. Non. Et si la vente s'était concrétisée? Sa voix se brisa. Je pensais que Daniel ne la contesterait pas. Pourquoi, ai-je demandé. Elle m'a regardé directement. Parce que tu ne te bats pas. Cela m'a presque fait sourire. Je me bats silencieusement, ai-je dit. Ses yeux se sont remplis de larmes. Le prêteur de Travis menaçait de le poursuivre en justice, a-t-elle admis. Il a dit qu'une fois la maison vendue, tout serait remis à zéro. Et tu l'as cru? Je croyais que j'avais besoin d'une porte de sortie. De quoi? D'attendre. Le mot a résonné. Attendre mon déclin. Attendre le deuil. Attendre la vulnérabilité financière. Tu ne voulais pas un mari, dis-je calmement. Tu voulais une assurance. Ce n'est pas juste. C'est exact. Son sang-froid a commencé à se fissurer. Tu t'éloignais, a-t-elle chuchoté. Tu as arrêté de me toucher. Tu as arrêté de rire. Je récupérais. Tu te retirais. L'accusation a atterri plus lourdement que la trahison financière. La convalescence n'est pas glamour. Elle est lente, embarrassante, humiliante. Je ne me suis pas retiré, dis-je doucement. Je me suis recalibré. Elle a secoué la tête. Tu m'as exclu. Et tu m'as remplacé. Le silence était suffocant maintenant. Margaret a finalement parlé. Madame Henderson, niez-vous avoir discuté de l'espérance de vie de Monsieur Henderson en relation avec la planification financière? Le visage d'Evelyne est redevenu pâle. Vous avez entendu cet enregistrement, dit-elle. Oui. Elle a fermé les yeux brièvement. Je me défoulais. Tu élaborais une stratégie, ai-je corrigé. Sa voix s'est légèrement élevée. Tu ne peux pas me reprocher une seule conversation et démanteler ma vie. Il ne s'agit pas d'une seule conversation. J'ai fait glisser un autre dossier vers elle. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des confirmations de virement, une demande de changement de bénéficiaire sur ma police d'assurance vie est déposée mais non finalisée. Ses doigts tremblaient. Je n'ai pas soumis ça. Tu l'as initiée. Elle n'a pas été traitée parce que je l'ai annulée. Des larmes ont finalement coulé sur ses joues. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu étais prête à me risquer. Sa respiration est devenue irrégulière. Travis a dit que tu ne vivrais pas une autre décennie de toute façon, a-t-elle chuchoté. Et tu étais d'accord? Non, dit-elle rapidement. Je ne l'étais pas. Tu as ri. Elle a couvert sa bouche avec sa main. La pièce a retenu son souffle. J'avais peur, a-t-elle répété. La peur explique, dis-je doucement. Elle n'excuse pas. Margaret s'est penchée en arrière.
Voici les conditions, a-t-elle dit. Evelyne a levé lentement les yeux. Pas de poursuite pénale si une coopération totale est fournie, a poursuivi Margaret. Procédure de divorce non contestée. Divulgation complète de l'implication financière avec Monsieur Lagne. Et reconnaissance écrite de l'utilisation abusive de la procuration. Evelyne a fixé le papier que Margaret a fait glisser vers l'avant. Ça me ruine socialement, a-t-elle chuchoté. Non, dis-je doucement. Tes actions l'ont fait. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Tu n'es pas en colère, a-t-elle dit. Je l'étais, ai-je répondu. Hier. Aujourd'hui, je suis lucide. Son téléphone a vibré sur la table. Travis. Elle l'a retourné face contre la table. Combien de fois ai-je appelé, a-t-elle demandé à nouveau, presque pour elle-même. 37. Elle a laissé échapper un rire brisé. Et tu n'as pas répondu. J'écoutais. Quoi? Qui tu es quand tu penses que je ne regarde pas? La finalité dans ma voix sembla régler la question. Evelyne prit le stylo. Sa main plana un long moment, puis elle signa. Margaret rassembla les documents. Cela devient officiel demain, dit-elle. Evelyne se leva lentement. À la porte, elle s'arrêta. Je n'aurais jamais pensé que tu serais capable de ça. Je n'aurais jamais pensé que tu le serais non plus, ai-je répondu. Elle est partie sans un autre mot. Quand la porte s'est fermée, Margaret m'a regardé attentivement. Tu es sûr de ça? Oui. Dehors, le soleil de fin d'après-midi déclinait déjà. Mon téléphone a vibré une fois. Numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. L'audience était prévue à 9h un mardi gris qui semblait plus froid qu'il n'aurait dû. Pas un tribunal pénal. Civil, ordonné, contrôlé, mais non moins dévastateur. La division civile du comté de Cook ne ressemble pas à la télévision. Il n'y a pas de projecteur dramatique, pas de voix élevées, juste un éclairage fluorescent, des bancs en bois polis par des décennies de mains anxieuses, et le bourdonnement silencieux de vie en cours de recalcul. Je suis arrivé seul. Margaret m'a rejoint à l'intérieur, dossier en main, posé comme toujours. Prêt, a-t-elle demandé. Oui. Evelyne était assise de l'autre côté de la salle. Elle semblait plus petite aujourd'hui. Pas physiquement, mais socialement. Deux femmes du club étaient assises 3 rangs derrière elle, pas à côté d'elle, derrière, observant. Travis était assis tout au bout, la mâchoire serrée, la posture rigide. Son avocat, un homme mince avec une montre chère, feuilletait des documents avec une irritation visible. Quand le juge est entré, la salle s'est levée. Le juge Alpern avait la fin de la soixantaine, calme, direct, le genre d'homme qui avait vu toutes les versions de la tromperie et n'y réagissait plus émotionnellement. Nous avons été appelés à la barre. Margaret a parlé la première. Votre honneur, il s'agit d'une requête en jugement déclaratoire concernant l'utilisation abusive d'une procuration, la tentative de transfert de biens en fiducie, et l'exploitation financière associée. Le juge a regardé par-dessus ses lunettes Evelyne. Madame Henderson, contestez-vous la structure de la fiducie? Non, votre honneur, dit-elle doucement. Contestez-vous le dépôt de l'acte de renonciation? Non. Étiez-vous au courant que la propriété n'était pas détenue au nom personnel de votre mari? Une pause. Non, votre honneur. Le juge Alpern hocha la tête une fois. Une procuration confère une autorité dans le cadre légal des actifs du mandant, dit-il d'un ton neutre. Elle ne supplante pas une fiducie. Margaret a présenté des copies certifiées conformes. Le juge les a parcourues. L'assignation de la dette, a-t-il demandé. Margaret a fait un geste vers Travis. Monsieur Lagne a obtenu un prêt-relais privé. Monsieur Henderson a légalement acquis la note en souffrance. Travis s'est agité sur son siège. Le juge Alpern s'est tourné vers lui. Monsieur Lagne, étiez-vous au courant que Madame Henderson avait l'intention d'utiliser le produit de cette vente pour satisfaire votre obligation? Travis a hésité. Oui. Et avez-vous vérifié la propriété du bien? Son avocat est intervenu. Votre honneur. Répondez à la question, a dit calmement le juge. Non, a admis Travis.
Le silence qui a suivi était chirurgical. Le juge Alperne s'est penché en arrière. Ce tribunal juge la tentative de transfert invalide. La propriété reste dévolue au Henderson Asset Protection Trust. Il s'est tourné vers Evelyn. Quant à l'utilisation abusive de la procuration, bien que l'ignorance puisse atténuer l'intention, elle n'efface pas la conséquence. Son épaule s'est légèrement affaissée. Margaret a continué, « Votre honneur, nous demandons une surveillance financière temporaire et une divulgation complète des transactions initiées sous l'autorité de la procuration. » Accordé. Le marteau a frappé légèrement. L'avocat de Trévis s'est levé. Nous nous opposons à ce que l'acquisition de la dette soit utilisée comme une arme. Le juge le regarda avec une légère impatience. L'acquisition de dette n'est pas une militarisation. C'est le capitalisme, une vague d'amusement contenu a parcouru la salle. Le visage de Trévis a rougi. Le prêteur a cédé la note légalement, a poursuivi le juge. Monsieur Lang reste personnellement responsable. Trévis déglutit difficilement. Le juge Alperne a fermé le dossier. Ce tribunal encourage une résolution sans litige supplémentaire, mais soyons clairs. Les structures de fiducie existent pour la protection. Les tentatives de les contourner invitent à un examen minutieux. Il s'est levé. L'audience était terminée. Pas de cris, pas de théâtralité, juste une clarté irréversible. À l'extérieur de la salle d'audience, les chuchotements ont commencé immédiatement. Une des femmes du club s'est approchée prudemment d'Evelyn. « Je ne réalisais pas », a-t-elle murmuré. Evelyn n'a pas répondu. Trévis s'est dirigé rapidement vers la sortie, évitant le contact visuel avec quiconque. Je suis resté immobile. Margaret m'a légèrement touché le bras. C'est terminé pour toi ici. Oui. Evelyn s'est dirigée lentement vers moi. Ses yeux étaient rouges mais secs. Tu as gagné, a-t-elle dit. Je n'ai pas concouru. Elle a laissé échapper un souffle court. Je n'aurais jamais pensé que tu irais aussi loin. Je n'aurais jamais pensé que tu le ferais. Un faible sourire amer a touché ses lèvres. Ils parlent tous, dit-elle doucement, en jetant un coup d'œil dans le couloir. Ça passera. Et Trévis? Il doit ce pourquoi il a signé. Elle m'a étudié pendant un long moment. Tu aurais pu le détruire. Je ne l'ai pas fait. Tu pourrais encore porter plainte. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que la destruction est bruyante. Et j'en avais fini avec le bruit. Je n'ai pas besoin de punition, ai-je dit. J'ai besoin de séparation. Elle hocha lentement la tête. Et qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? La question n'était pas rhétorique. Elle était vide. C'est ta responsabilité. Elle a eu l'air de vouloir argumenter. Au lieu de cela, elle a chuchoté, j'avais peur. Je sais. Et maintenant tu es responsable. Son téléphone a vibré. Elle a baissé les yeux. 3 appels manqués. Pas de moi. De Trévis. Elle l'a mis en silencieux. Je ne te pensais pas capable de cruauté stratégique, dit-elle doucement. Ce n'est pas de la cruauté, ai-je répondu. Ce sont des limites. Elle a hoché la tête une fois. Puis elle s'est éloignée. Margaret m'a rejoint près des marches du palais de justice. L'ordonnance de protection tiendra, dit-elle. Examen financier dans 30 jours. Le dépôt de la demande de divorce peut se faire sans accroc. Bien. Elle a étudié mon visage. Tu ressens quelque chose? Oui. J'ai attendu un instant. Du soulagement. Pas de triomphe. Pas de justification. Du soulagement. Le genre qui s'installe dans la poitrine comme de l'air chaud après un long hiver. Alors que nous atteignions la voiture, mon téléphone a de nouveau vibré. Je l'ai vérifié. 37 appels manqués. Tous de la première nuit. Elle avait cessé d'appeler après l'audience. Le silence maintenant. Le vrai silence. J'ai remis le téléphone dans ma poche. La maison était toujours debout. La fiducie restait intacte. La dette avait été reconnue. Et l'illusion avait disparu. Pour la première fois depuis des mois, mon rythme cardiaque semblait régulier.
Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que je n'avais plus à me défendre. 3 mois plus tard, j'ai emménagé dans un appartement en copropriété au bord du lac, dans le Northside. Plus petit que la maison de Briar Glen, plus épuré, intentionnel. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur l'eau. Le matin, le lac ressemblait à de l'acier brossé. L'après-midi, il devenait agité et bleu. J'ai gardé le mobilier minimaliste, un fauteuil en cuir près de la baie vitrée, un bureau en noyer, 2 photographies encadrées. L'une de mon père dans son uniforme de la marine, l'autre de moi à 35 ans, posant la première pierre de mon premier projet immobilier. Pas de photos de mariage. Pas par colère, par clarté. Le divorce a été finalisé sans théâtralité. Evelyne a tout signé comme convenu. Pas de contestation, pas d'appel, divulgation financière complète. Elle a conservé ce qui lui revenait légalement. Rien de plus. Travis a déposé son bilan en quelques semaines. Je n'ai pas accéléré sa dette. Je ne l'ai pas harcelé. J'ai laissé le contrat suivre son cours exactement comme il était écrit. C'était une conséquence suffisante. Un dimanche soir tranquille de mars, alors que la neige fondait le long du rivage, mon téléphone a de nouveau vibré. Un message vocal. Evelyne. J'ai fixé l'écran un long moment avant d'appuyer sur lecture. Daniel. Sa voix a commencé, plus douce que dans mon souvenir. Je sais que je ne devrais pas appeler. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Le mot a flotté. Je ne réfléchissais pas clairement. J'avais peur. Travis est parti à Miami. Le projet s'est effondré. J'ai tout mal jugé. J'ai écouté sans bouger. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je ne pensais pas que tu te défendrais. Le revoilà. Se défendre? Je pensais que tu laisserais faire. Silence de son côté. Une respiration. Je ne réalisais pas que tu te protégeais, a-t-elle poursuivi. Je pensais que tu te retirais. J'ai mis le message en pause. La pièce était silencieuse, à l'exception du faible rythme des vagues frappant le brise-lames. Je me suis dirigé vers le bureau et j'ai ouvert le tiroir supérieur. À l'intérieur, plié avec soin, se trouvait le mot original. Le papier s'était ramolli au pli, mais l'encre était toujours vive. J'en ai fini avec toi. La maison est vendue. Fais tes valises et pars. Je l'ai retourné. 2 mots. Vérifiez à nouveau. Pas dramatique, pas poétique, juste précis. J'ai repris le message vocal. Je n'attends rien, a-t-elle dit. J'avais juste besoin que tu saches que je n'ai jamais voulu te faire de mal. Le message s'est terminé. Pas de larmes, pas de supplications, juste de l'épuisement. Je n'ai pas rappelé. Non pas parce que je la détestais, mais parce que le chapitre était déjà clos. À notre âge, l'amour sans respect est un passif. La peur déguisée en affection devient de la manipulation. Et le silence, lorsqu'il est choisi intentionnellement, n'est pas une faiblesse. C'est de la souveraineté. Le lac s'est assombri alors que le soleil passait sous l'horizon. Des lumières se sont allumées le long du rivage, petites constellations d'autres vies se déroulant en parallèle. J'ai préparé du thé et je me suis assis dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre. 17 ans ne s'effacent pas dans une salle d'audience. Ils s'estompent par petites touches. Dans la façon dont on arrête de chercher une deuxième tasse. Dans la façon dont la maison ne résonne plus. Dans la façon dont votre téléphone ne vibre pas à minuit. La convalescence m'a appris quelque chose que je ne savais pas à 40 ans. La force n'est pas bruyante. Elle est structurée. C'est de la paperasse déposée à temps. C'est savoir où l'acte de propriété est enregistré. C'est comprendre ce que l'on signe. C'est choisir des limites avant qu'elles ne prennent racine. Ma santé s'est améliorée. Le cardiologue a ajusté mes médicaments. Le tremblement s'est estompé. Ma parole est redevenue plus nette. J'ai repris un travail de consultant léger, non pas parce que j'avais besoin de revenus, mais parce que j'appréciais la clarté. Des amis m'ont demandé ce qui s'était passé. Je n'ai jamais donné de détails. J'ai simplement dit que nous n'étions plus sur la même longueur d'onde, ce qui était vrai. Un après-midi, des semaines plus tard, j'ai reçu un dernier message, non pas d'Evelyne,
mais d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Travis, Monsieur Henderson, disait le texto. J'ai restructuré le projet. Je serai à jour sur le prêt le trimestre prochain. Je l'ai regardé brièvement, puis j'ai répondu par une seule phrase, honorez vos accords. Pas de menace, pas de sarcasme, juste de l'attente. Il a répondu, compris. J'ai éteint mon téléphone et je l'ai posé face contre la table. L'air à l'intérieur de l'appartement semblait différent de celui de la cuisine en marbre des mois plus tôt. Moins ornemental, plus réel. Parfois, dans les moments calmes avant de dormir, je revois l'image de ce premier après-midi, la lumière rouge sur le clavier, le vent dans l'allée, la silhouette d'Evelyne en haut des escaliers. Je ne ressens pas de colère. Je ressens de la gratitude. Parce que ce mot a forcé la clarté, a forcé la préparation à faire surface, m'a forcé à cesser de supposer un partenariat là où l'alignement n'existait plus. On peut aimer quelqu'un profondément et se protéger quand même. On peut pardonner sans retourner dans le feu. On peut partir sans claquer la porte. Et si vous avez déjà été sous-estimé, si quelqu'un a supposé que vous alliez plier tranquillement, vous dissoudre poliment ou disparaître commodément, j'espère que vous vous souviendrez de quelque chose de simple, lisez les petits caractères, protégez votre nom. Et si quelqu'un vous dit que la maison est vendue, vérifiez à nouveau.